clôturé par ce qu'on appelle les var args. Donc, un array, c'est un objet. Donc, il faut se mettre dans la tête que Java, il traite les tableaux comme étant des objets. Donc, c'est en fait, lui-même est un objet. À l'intérieur, je vais trouver une collection d'objets qui sont homogènes et qui sont indexés par des entiers. Vous me permettez juste un petit instant, je corrige entier, ça doit être à la fin. S. Donc, le array lui-même, c'est un objet. Et la preuve que lorsque nous effectuons l'instanciation, on utilise le terme clé new. Et à l'intérieur, je peux mettre en fait des différents types d'objets, donc que ce soit des types primitifs ou bien des objets complexes. Donc je peux déclarer uniquement en utilisant les doubles crochets pour indiquer qu'il s'agit d'un array. Donc ça va être, les doubles crochets peuvent avoir deux positions différentes, ou bien juste après le type qui sera contenu dans le tableau, ou bien juste après le nom du tableau. Généralement, donc on utilise la première, elle est plus courante dans le monde de Java. Si je vais, donc là, cette première déclaration, elle va uniquement créer la référence. Mais ce qui va créer réellement l'objet, ça va être l'instanciation avec le new, et je suis obligée en fait d'indiquer la taille de mon tableau. Donc, lors de l'instanciation, la valeur par défaut du type indiqué, elle est mise dans tous les éléments du array. Donc là, il s'agit d'une initialisation par défaut. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une collection d'objets qui est indexée. Donc, je vais avoir un index qui va me permettre de parcourir cet array-là. Et l'index, il va aller de 0 jusqu'à 9 si, par exemple, dans l'exemple que j'ai mis ici, j'ai créé un array de taille 10. Donc, l'index, il aura de 0 à 9. Donc, juste une indication ici, si j'essaie d'accéder à la case numéro 10 et que j'ai instancié un array de taille 10, eh bien, je vais avoir une erreur au niveau du runtime parce que je ne dispose d'aucun élément au niveau de l'index 10. Donc là, c'est juste pour souligner que l'index, il commence à partir de 0. Donc, un exemple d'initialisation, si je ne veux pas qu'il y ait la mise en place des valeurs par défaut dans mon tableau, donc je suis capable de passer un singleton qui va contenir en fait les éléments qui vont être assignés aux différentes différentes cases de mon tableau. Et c'est possible uniquement de faire une initialisation lors de la déclaration. Donc, je ne peux pas en fait effectuer une initialisation après à part, comme je vous ai mis ici disons l'exemple. On a déclaré int_array et puis dans la ligne suivante, on a mis int_array reçoit et j'ai mis entre deux singletons 4 éléments. Donc là, c'est illégal, ça ne va pas être accepté par le compilateur. Donc l'initialisation, elle s'effectue uniquement avec la déclaration dans une seule ligne. Les arrays ont un attribut en lecture seule qui permet les itérations. Donc c'est l'attribut length. Donc cet attribut, il va me donner une idée sur le nombre d'éléments qui est contenu dans cet array-là. Et ça va me permettre en fait d'effectuer, d'itérer, d'effectuer des lectures ou n'importe quel traitement sur tous les éléments de mon tableau. Donc je vais utiliser en fait cet attribut-là. C'est un attribut que je ne peux pas modifier, donc il n'est pas possible de modifier la taille de mon array en effectuant length reçoit quelque chose. En fait, la taille d'un array, généralement, elle est fixe. Donc, lorsque je vais instancier mon array, je vais passer entre les deux crochets le nombre en fait d'éléments qui sera stocké dans ce tableau-là. Et ça va être un nombre fixe. Donc, l'attribut length, il va être fixe. Je vais pouvoir y accéder uniquement en lecture pour pouvoir effectuer des itérations sur tous les éléments qui sont contenus dans mon array. La longueur de cet array, elle est fixe, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc regardez ici l'exemple, on a essayé de faire array.length qui reçoit 11 malgré qu'il a été initialisé avec la valeur 10. Eh bien c'est interdit, ça va pas passer en fait au niveau de la compilation.
Bien sûr, il y a en fait des gens qui ont, disons, senti ceci comme une lacune, le fait que la taille d'un array bien déterminé soit fixe. Et donc, on a proposé, disons, une sorte de workaround au niveau de Java pour essayer de permettre le redimensionnement d'un tableau en Java. Donc, ce qu'on propose, c'est d'effectuer une copie. Donc, on va recopier un array bien déterminé au niveau d'un autre array qui, lui, est d'une taille différente. Donc, on peut utiliser la méthode ArrayCopy. Donc, je lui donne en fait la taille de, disons, l'array d'entrée, le nombre de cases que je veux copier et je peux copier, en fait, je peux extraire uniquement une partie de cet array. Par la suite, je vais redimensionner mon array, comme je peux éventuellement, donc j'ai le droit dans les paramètres que je vais passer à ArrayCopy, et vous devez en fait consulter l'API pour comprendre en fait ce que veut dire chaque paramètre. Mais il y a les termes 00 qui va indiquer en fait, je vais copier combien de cases à partir de l'array d'entrée et à partir de quelles cases dans le nouvel array. Donc, c'est une manière en fait de personnaliser cette copie. Donc, je ne suis pas obligée de copier la totalité de ce qu'il y a dans mon array. Donc, je peux sélectionner des cases, comme je peux éventuellement concaténer, donc ne pas donc commencer à partir de l'index 0, la copie. Donc, plusieurs manières d'effectuer la copie selon le besoin. Au niveau de mon array, j'ai eu la possibilité de stocker pas uniquement des... Oui. سامحني أما ناش كان عندنا كهو البروبليم أما صوتك قاعد يقص دونك ما سمعتكش بالكدا كيف في فاست الغوديمونسيونمون. Mais je reprends toutes les manières, même si ça a été uniquement pour toi ou bien avec les autres également. Donc, le redimensionnement, il est théoriquement impossible. Donc, quand je crée mon objet array, c'est à la création que je passe le nombre d'éléments que je vais stocker dans cet array-là, et je ne pourrai pas modifier cette longueur-là. Donc, je ne peux pas faire array.length qui va recevoir une autre valeur différente de la valeur de la taille de création de mon array. Et plusieurs programmeurs, ils ont senti ceci comme une lacune. Donc, Java, il propose une sorte une manœuvre, disons, pour essayer de remédier à ceci. Donc, il permet d'effectuer la copie d'un array dans un autre. Et si l'autre array, il est de taille différente, donc je vais en fait modifier la taille de... C'est comme si je vais modifier la taille de mon array initial. Donc, la méthode, c'est ArrayCopy. Je vais lui passer 4 paramètres, entre autres 2 arrays, l'array que je veux copier et la destination. Et il accepte également d'autres paramètres qui sont des entiers. Avec ces autres paramètres, je vais pouvoir jongler. Donc, je vais pouvoir fixer à partir de quel élément, par exemple, copier, combien d'éléments je vais copier, où est-ce que je vais me positionner dans l'array de copie. Donc, est-ce que je veux commencer la copie à partir de l'index 0 de l'array destination, ou bien je veux qu'il saute 3 cases, puis il va commencer la copie. Donc, j'ai la possibilité de jongler entre ces différents paramètres selon le besoin. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. D'accord. Pour avoir une idée, c'est-à-dire pour voir, disons, pour comprendre l'essence de chaque paramètre, je vous conseille de voir dans l'API la méthode ArrayCopy. Vous allez la trouver dans donc, le package général, puisqu'il s'agit d'une méthode statique de système. Donc, vous allez pouvoir comprendre, en fait, je sais que temp, c'est, disons, l'array que je vais copier. Array, c'est la destination. Après, vous avez les 3 autres paramètres. Pour avoir une idée de ce que c'est chaque paramètre, essayez de lire ceci au niveau de l'API. Qu'est-ce que j'avais dit également? Par rapport au type que je peux stocker au niveau d'un array, j'ai posé la question, est-ce que uniquement je dois me limiter au type primitif? Eh bien non, j'ai la possibilité de stocker des types complexes, c'est-à-dire des instances de classes que j'ai créées moi-même, comme ici par exemple, nous avons créé la classe MyDate, et j'ai pu créer un tableau de 3 cases qui va en fait accueillir 3 objets, 3 instances de cette classe que je viens moi-même de créer.
Donc, finalement, j'ai le choix d'avoir des tableaux de type primitif et des tableaux d'objets qui sont complexes que j'ai créés moi-même. C'est bon? Oui, madame. OK. Avant de passer au slide suivant, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez travaillé avec les arrays auparavant? Oui, madame. Oui. Et le premier array que je suis sûre que n'importe quel, disons, programmeur qui va commencer un premier Hello World, il va forcément utiliser un array. Ça va être lequel? Arcs. Parfait. Tu connaissais ça ou bien tu as vu le slide suivant? Zeus. D'accord. Donc, ArcS, en fait, c'est un array qui est tout le temps utilisé. Donc, même un programmeur donc, qui va commencer son premier programme de test, il va sûrement travailler avec ce tableau. C'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, je vais l'utiliser, en fait, pour passer des paramètres dans la console à mon programme d'entrée qui est le main. D'accord? C'est bon pour tout le monde? C'est clair, je passe? Oui, madame, c'est clair. Regardons maintenant un peu le polymorphisme dans le monde des arrays. Donc, je vais partir d'un exemple. Je vous propose là une hiérarchie de classes. Donc, j'ai la classe person, la classe employé qui va hériter de person et deux autres classes, secretary et manager, qui vont tous les deux hériter de la classe employé. Donc, regardez bien. Bon, j'ai pas effectué. Vous remarquez ici que tous les attributs, ils ont quel suffixe? Ils sont déclarés privés ou bien publics? Public. Voilà, public. Donc, c'est la chose qu'il faut toujours éviter. Hein. Donc, c'est juste à cause, donc pour la simplicité de l'exemple, mais généralement, les attributs, ils sont privés pour avoir quel principe, pour mettre en œuvre quel principe? Encapsulation. Parfait. Donc, voilà, j'ai créé mes classes. Et grâce au polymorphisme, en fait, je vais être capable d'avoir éventuellement un seul tableau, donc de déclarer un tableau staff qui va recevoir des employés, disons. Et puis, à l'intérieur de ce tableau-là, je vais pouvoir éventuellement affecter tout type d'objet qui est, en fait, qui hérite de cette classe employée. Donc, remarquez bien l'exemple que je vous ai donné ici. Donc, regardez ici. Donc, staff, c'est un nouveau array de 3 cases d'employés. Et puis après, à l'intérieur, disons, de mon staff, le premier élément, j'ai mis un employé, une instance de la classe employé. Au niveau du deuxième élément, j'ai mis une instance de la classe secretary. Au niveau de du troisième élément, j'ai mis une instance de l'objet manager. Ça a été accepté dans les 3 cases, tout simplement à cause de quoi? Donc, le polymorphisme, il m'a permis en fait de généraliser en quelque sorte, d'avoir éventuellement, si je ne sais pas à l'avance quel genre d'objet je vais stocker à l'intérieur de mon tableau, j'ai la possibilité de créer un tableau de la classe mère et puis après, selon le besoin, je vais pouvoir y stocker les objets dont j'aurai besoin. D'accord? C'est bon? Regardez maintenant la dernière ligne. Donc, je vais essayer d'afficher le département du troisième élément. Qu'est-ce que j'ai effectué ici à ce niveau-là? Donc, le premier manager entre parenthèses, ça revient à faire quoi en fait? Cast. Un casting. Donc, c'est un cast explicite. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Parce que département هي attribut et voilà. Parce que شنو؟ département هي attribut نتاع المانجر كاو. Oui, mais أنا معناتها déjà حطيت staff 2 reçoit new manager. معناتها أنا dans la case d'index 2, j'ai stocké un manager, un objet manager.
خاطر ثما سونس برك تاع باش الكومبيلاسيون تاع لا تاع إيديتاج. اي مي انا في ستاف 2 حطيت مانجر، علاش من بعد وقت اللي نجي باش نمشي كومون افيك بيرسون كيفاش خاطر ماهيش كومون افيك امبلوي لازم نعمل بون مانجر اللي ريت دومبلويي اللي على الديبارتمون ما عندوش لومبلوي، اي نعرف. دونك خاطر كان باش تعمل هكاك ما تخدمش خاطر ماهيش كومون اونتر مانجير وامبلوي. باهي دونك على خاطر معناتها مانجر امبلوي disons les indiquer parce que j'ai besoin du département qui n'existe que dans la classe manager. Ce que j'ai voulu souligner, c'est malgré que j'ai affecté au niveau de l'index 2 du tableau staff un objet manager, si je vais maintenant reprendre cet objet, je vais faire, je sais pas, un objet X reçoit staff de 2, la référence qui me sera retournée, c'est une référence vers quelle classe? Employé. Employé, exactement. Donc, malgré que j'ai affecté à l'intérieur de cette case-là un objet manager, quand je vais reprendre le contenu de cette case, la référence qui me sera envoyée, c'est une référence vers employé parce que dans la déclaration, dans la création de mon tableau, j'ai créé finalement un tableau de employé. Donc, toutes les références, elles sont des références vers la classe employé. C'est pour ça que j'étais obligée de faire un cast explicite pour disons, transformer la référence d'une référence vers un employé à une référence vers un manager pour pouvoir après accéder au département qui est à l'intérieur. Naturellement, dans les bons exemples, vous n'allez pas accéder directement aux paramètres. Donc, c'était juste pour, disons, mettre en valeur ces concepts-là. Est-ce que c'est clair? Ça va tout le monde? Vous avez saisi? Donc, si je veux en fait afficher un descriptif de tous les employés, je vais effectuer une boucle for qui va essayer de, disons, balayer la totalité du contenu de mon tableau et afficher en utilisant le toString. Donc, le toString, c'est, puisque employé, il va hériter de quelle classe? Toute classe de Java, elle hérite de qui? Objet. Object, voilà. Et généralement, toString, elle existe dans Object, si je ne suis pas erronée. Oui. Donc, pratiquement toutes les classes, elles ont une méthode toString qui est implémentée, qui permet en fait de, disons, d'afficher une description d'un objet bien déterminé. OK? Madame, لازم تكون redéfinie في كل classe title. Eh bien sûr, ouais. Donc finalement, à ce niveau-là, donc regardez, on a un toString au niveau de employé, elle affiche uniquement le name. Un diffie manager, elle va afficher, disons, le manager, puis le verbe managers, puis le département. Donc il y a eu deux définitions de toString. C'est pourquoi vous voyez ici que j'ai en fait des affichages différents. Par exemple, Money, Penny ou James, tous les deux, ce sont des employés. Miles, c'est un manager, donc l'affichage, l'invocation du toString, c'est une version différente. D'accord? Oui. Maintenant, si j'essaie d'exécuter en fait system.out.println employé directement, qu'est-ce que j'aurai comme affichage? نجمش لازم employé toString نجمش خاطر ماهيش redéfini system.println ماهيش surchargé ça voilà défini. Au niveau de employé? Oui. Directement, خاطر عمل du string تعطيك directement. Je vais vous laisser tester ceci. D'accord? Ben, nous avons également la possibilité d'avoir des tableaux multidimensionnels, donc des matrices éventuellement, حتى 3D ولا أكثر. مش هذيك باش تعطيك اسم الكلاس اللي جاي منه الفاريابل وكل الفازيت هذيك. شنو هي؟ كي تعمل برينت ديريكت للامبلوي.
اي معناتها انتوما كي تعمل سيستم فور اوت.println دان اوبجي شنو يفيشي لك؟ باش تعطيك من انا باكج و كالاسم تاع الكلاس والالت ادريس كيك. جوست نسمع. قاس البارتاج Oui, madame. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, par rapport aux objets multidimensionnels, donc je vais avoir pour chaque dimension une paire de crochets qui est différente. D'accord? Donc, je vais avoir finalement autant de paires de crochets que de dimensions. Donc, une matrice, je n'aurai deux paires de crochets, trois dimensions, je n'aurai trois paires de crochets, etc., etc. Bien sûr, généralement, on utilise maximum, bon, le plus courant, c'est des matrices. Mais il est possible en fait d'avoir des dimensions beaucoup plus grandes. Déjà, vous regardez ici le dernier exemple. Fille 4 donc les quatre dimensions différentes, donc ça devient vraiment très complexe même pour initialiser. Déjà, vous voyez ici que pour initialiser une matrice, ce qui va changer, c'est pour une ligne bien déterminée, on va changer le J. Donc, après, lorsque je vais initialiser la seconde ligne, c'est le I qui va changer et le J, effectivement, pour, disons, balayer les deux autres cases. D'accord? Il y a la possibilité également d'initialiser avec les singletons, comme on a initialisé le tableau tout à l'heure. Mais ça va être un singleton qui va contenir lui aussi un ensemble de singletons. Ici, on a mis deux éléments par singleton parce que j'ai uniquement deux dimensions. Mais après, on va avoir éventuellement une autre paire de singletons à l'intérieur si je dispose d'une autre dimension que je vais devoir initialiser. C'est bon? Par rapport à tout ce qui est tri et recherche, donc je vous conseille de voir la classe java.utile.arrays, .arrays à la fin S, hein, notez bien, parce que c'est une classe qui va nous offrir beaucoup de méthodes statiques qu'on peut appliquer sur nos arrays. Donc, si j'ai par exemple un array qui s'appelle letters, comme dans l'exemple ici sur le diapo, que je veux éventuellement trier, je vais pouvoir appeler la méthode statique sort de la classe arrays qui appartient au package java.utile et je vais passer en paramètre cet array-là. Elle va effectuer en fait le tri de cet array. Il y a également la méthode binary search qui, elle, va en fait effectuer une recherche au niveau d'un array que je vais passer en paramètre en plus de l'élément que j'aimerais bien chercher au niveau de cet array-là. Donc, toutes les deux, donc que ce soit sort ou bien binary search, ce sont deux méthodes qui existent dans la classe arrays et ce sont deux méthodes statiques. En d'autres termes, je n'ai pas besoin d'instancier arrays pour pouvoir les utiliser, donc je les appelle directement. Regardez ici, je vous ai posé la question, pourquoi j'obtiens moins 5 si je cherche un E au niveau de mon arrays, de mon tableau letters. Ça va me retourner un moins 5. Pourquoi selon vous?
Pour pouvoir me répondre, il va falloir regarder Binary Search dans la classe Arrays, comment elle manipule la recherche. C'est quoi l'algorithme qui tourne derrière, hein? Je connais une idée. Mon sort déjà ça déjà trié ولا مش trié شنو في الباينري سيرش؟ او حدا تعمل تري ولا ديجا تعمل له تري هو de préférence انت وقت اللي tu lui donnes un tableau trié, disons vous allez optimiser l'utilisation de cette méthode là. ما هو déjà letters, est-ce qu'il contient la valeur E? Non. Non. Donc il faut voir quand Binary Search ne trouve pas l'élément que j'ai passé en paramètre pour effectuer sa recherche, qu'est-ce qu'elle me retourne exactement? Ça va en fait jouer uniquement sur les index. Mais je vais vous laisser le soin de découvrir ceci dans l'API. D'accord? Donc elle va jouer sur l'index pour effectuer une opération et me retourner le résultat. عندي اختراع على فكرة ما نعرفش صحيح ولا باهي. لا. خاطر الاو هي السانكيام ا بي سي دي او كما لقيتهاش حطيتها اللوجيك كان جات موجودة موا نتاعها اي مي هي دونك معناتها la méthode elle a une c'est vrai que c'est ce qu'elle m'a retourné mais elle a disons une formule qu'elle suit. D'accord? Donc تخلط peut-être الاخر elle تعمل تاي بلس 1 bon ما نحبش نقول لكم انتم vous allez découvrir محطوطة insertion point moins 1 كيفاه؟ توا لو جيت عليه محطوطة insertion point moins 1 اش معناتها insertion point؟ ما فهمتيش هذاك ولا انا ما سمعتكش بالقداش قلت لي بالضبط؟ خبرك تنقرأها لك بالانترنت الديفينيسيون بتاعها insertion point محطوطة the insertion point is defined as the point at which the key would be inserted into the array the index of the first element greater than the key معناتها احنا ما نقدرش نعملوا في insertion راهونيا اي ماكش فهمتني هذا هو يجي معناتها البلاصة الأخرى اللي نورمالمون يتحط فيها ونحي موازن هذاك علاش خرجت 5 moins 5 هو انا ce que j'ai effectué عملت له say location reçoit arrays.binary search letters وعطيته e قلت له لوج لي على الاو في التابلو داكور قلت لوج لي سامحني باش نقص عليك اللي فهمته هو نورمالمون الاو معناتها مادام مش موجود يتحط بعد البي معناتها باش تولي 5 هذاك معناتها هذاك علاش خرج لك موان 5 انا هذا اش فهمت معناتها من هذيك تيوريكمون هو الاندكس نتاعو يكون 4 الاو ولا خاطر احنا عندنا 0 1 2 3 والاو يكون الاندكس نتاعو 4 مادام انت باش تعمل موان الاندكس موان insertion point moins 1 اللي هو نورمال تبدا في الكاتر يعني موان 4 moins 1 جي moins 5 علاش موان 4 الاندكس نتاعو ولا وين نورمالمون الاندكس نتاعو 4 مش موان 4 اي اما في الفورمول اللي هو معناها نتاع الفونكسيون الميثود موان insertion point moins 1 تخرج لك كان ما تلقاهوش داكور دونك هذه الفورمول نتوما لقيتوها في باينري سيرش انا je sais qu'il y a une formule qui joue sur les index mais la formule exacte je la connais pas franchement على ذاك donc je vous ai posé la question. B. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a également la méthode pour effectuer un remplissage donc, de ce tableau. Donc, je vais faire arrays.fill. Je vais lui donner un élément et ça va me remplir en fait toutes les cases de ce tableau par cet élément que j'ai passé. D'accord? Donc là, ce sont quelques... notez bien, on n'est pas au sein de la classe array. C'est une autre classe java.util.arrays. D'accord? Arrays à la fin S. C'est bon tout le monde? Quelques erreurs à éviter quand on est en train de manipuler en fait les arrays avec Java. Première erreur, c'est lorsqu'on effectue une boucle pour itérer sur tous les éléments de mon tableau et que éventuellement je vais exécuter un traitement bien déterminé.
il se peut qu'on oublie que l'index commence à 0. Donc, on va commencer l'itérateur à partir de 1 et là, on risque en fait de sauter le premier élément. Donc, il faut surtout toujours se mettre dans la tête que l'index, ça va commencer à partir de 0. Il est possible également d'avoir l'exception array out of bounds. Généralement, lorsqu'on oublie que, puisque j'ai commencé à partir de 0, à la fin, donc la condition d'arrêt, je vais mettre J inférieur ou égal à staff.length. Théoriquement, elle doit être strictement inférieure puisque j'ai commencé à partir du 0. D'accord? Une troisième erreur à éviter également, c'est que les gens oublient que length est un attribut, non pas une méthode. Donc, on essaie de travailler avec length comme si c'était une méthode qui, elle, va me retourner en fait le nombre de cases au niveau de mon tableau. Donc, généralement, beaucoup de gens, ils vont essayer d'invoquer length comme si c'était une méthode sur mon tableau. Donc, on va effectuer staff.length. Ça ne va pas compiler parce que length, c'est un attribut en read-only. Et finalement, disons, la taille de mon tableau, elle n'est jamais mise lorsque je vais uniquement déclarer. Je ne mets la taille que lorsque je vais en fait instancier réellement. Et si, disons, si on a un peu de recul, on va comprendre pourquoi. Dans la déclaration, est-ce qu'il y a la réservation de l'espace mémoire nécessaire pour le stockage de l'objet au niveau de la mémoire de la JVM? Faites déclaration. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première séance, on avait parlé de la JVM qui fait fiha deux parties, deux zones mémoire. Une petite zone mémoire liée à le pile et une grande zone mémoire liée à le tas. Vous vous rappelez de ça? Et le pile n'a pas fait à les références des objets et le tas n'a pas fait à l'objet en lui-même. Ok? Donc, quand est-ce que je vais avoir besoin de la taille de mon tableau? C'est lorsque je vais réellement créer mon objet au niveau du tas. Il faut savoir quelle zone, quel espace mémoire je vais réserver à mon objet, à mon tableau. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, imaginez que je veux créer une méthode dont le nombre d'attributs, il est imprévisible. Donc, je ne sais pas, je vais passer combien d'attributs exactement à cette méthode-là. Je pourrais imaginer par exemple que j'ai un ensemble d'éléments à afficher, mais je ne sais pas, est-ce que je vais afficher un élément, deux éléments, trois éléments. Donc, ça va dépendre en fait peut-être d'un autre résultat. Selon ce qu'il va me générer, j'aimerais bien afficher tout ceci. Donc, on peut faire en sorte que ça accepte un array. Donc, éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de cette méthode, je vais, disons, essayer de balayer le contenu de cet array et afficher le contenu. OK? Donc, comment je vais utiliser ceci? Je suis obligée d'initialiser cet array quelque part. Après, je vais pouvoir le passer à cette méthode pour afficher le contenu de cet array. Donc, toujours, il y a une partie là où je vais initialiser cet array. Donc, disons, je suis obligée que, à chaque fois que je vais recevoir, disons, un résultat d'une autre méthode dont je ne connais pas à l'avance la taille, je dois tester sur la taille de ce résultat-là, initialiser un array à l'intérieur de laquelle je vais mettre ces éléments-là, puis le passer comme paramètre à cette méthode qui, elle, va se charger de n'importe quel traitement. Ici, j'ai supposé que cette méthode-là, elle va essayer d'effectuer un affichage de ces éléments-là. D'accord? Donc là, c'est une manière de faire les choses. Mais il y a une meilleure solution, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle les var args. Donc, ce sont en fait des arrays dont je ne connais pas encore la taille, d'accord, mais dont le type, il est déjà connu. Donc, le type doit être connu, mais c'est la taille qui est encore imprévisible. Et par la suite, je vais, disons, éviter cette étape d'initialisation, cette étape d'instanciation de mon array en lui passant
les paramètres réels qui vont le populer, puis le passer à, disons, la méthode en question, je vais l'éviter totalement en utilisant ce que nous appelons les var args. Les var args, la syntaxe pour effectuer, pour les déclarer, c'est en utilisant 3 points qui vont indiquer que je vais recevoir un array d'entier comme entrée, mais dont la taille est jusqu'ici inconnue. D'accord? C'est bon? Et après, je vais pas en fait être obligé de, disons, d'initialiser cet array-là. Directement, je peux appeler ma méthode en lui passant un array. Directement, elle va l'accepter. D'accord? Donc là, juste une petite indication à la fin. Ces var args, je peux également les utiliser avec args lorsque je vais les passer à un main bien déterminé. Donc, ça va dépendre, ce main, il va recevoir combien d'attributs. Éventuellement, je peux mettre un var args en utilisant les 3 points. Ça va être accepté. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux arrays? C'est bon? Ok. Donc, je suppose que c'est bon. Donc, je vais passer à la deuxième partie qui va en fait traiter des collections. Donc, les collections, bien collections avec Java, c'est des tableaux également, mais légèrement différents par rapport aux arrays, disons plus ou moins évolutifs. Il y a les différences entre les deux. Ça vient en fait pour remédier à certaines lacunes que les tableaux proposent. Mais finalement, si on prend du recul, arrays ou bien collections, chacun, il a ses avantages, ses inconvénients. Et lorsqu'on va utiliser ou bien programmer, vaut mieux essayer de, disons, équilibrer ses besoins, voir les traitements qu'on va réellement faire sur les objets et pour pouvoir choisir est-ce que je vais utiliser les arrays ou bien les collections. Donc, si on essaie de parcourir ces différences-là, donc les arrays are not resizable. En d'autres termes, la taille, elle est fixe. Si j'ai créé un array d'une taille bien déterminée, je ne pourrai pas le modifier. Le seul workaround, c'est essayer de faire une copie de cet array-là pour le mettre dans un array plus grand ou bien plus petit, pour éventuellement pouvoir aboutir à un array d'une taille différente. Par contre, les collections, elles sont dynamically resized. Donc, éventuellement, je peux ajouter, supprimer des éléments et la taille, elle va en fait varier selon les traitements que je vais effectuer. Les arrays, ils peuvent stocker des types simples, donc des objets, des variables de type simple et des objets. Par contre, les collections vont stocker uniquement des types complexes, donc uniquement des objets complexes. Tous les éléments d'un array doivent être homogènes, c'est-à-dire d'un même type ou bien instance d'une même classe. Par contre, au niveau des collections, je veux avoir un mélange de différents éléments. On utilise en fait les crochets pour pouvoir accéder aux éléments. Donc, ça va être crochet avec l'index à l'intérieur pour pouvoir prendre un élément d'un array bien déterminé. Par contre, avec les collections, on va avoir des méthodes get, set ou bien add, retrieve ou bien on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour l'initialisation, j'ai la possibilité d'utiliser les singletons avec les arrays. Par contre, avec les collections, il n'y a pas une syntaxe particulière d'initialisation. On va alimenter en fait notre collection au fur et à mesure avec les différents objets qu'elle va contenir. D'accord? Donc, j'ai essayé ici de vous proposer la hiérarchie générale en fait des collections. Donc, ça se trouve dans le package java.util. Nous avons une interface mère qui est collection. 3 autres interfaces qui vont implémenter collection pour distinguer 3 types de collections qui sont list, set et queue. Puis après, je vais avoir des classes abstraites qui m'a abstract collection, abstract list, abstract set, abstract queue. Et puis, les classes que vous utilisez réellement, que vous instanciez réellement, ce sont les classes en vert. Donc, ce sont array list, linked list, hash set, tree set, array blocking queue, etc., etc. Donc, ce sont
des collections, mais avec des spécificités. Chacune, elle a sa particularité, sa méthode de travailler, ses méthodes. Et toujours, c'est l'expérience et la bonne connaissance de l'API qui va vous permettre en fait de choisir la structure de données qui est la plus adéquate à vos besoins. Donc, ça va dépendre, en fait, chacune, elle propose des méthodes qui sont particulières, elle a une structure qui est particulière. Donc, c'est avec l'expérience, disons, et avec une bonne lecture de l'API que vous allez pouvoir trancher quant au choix de la bonne classe à utiliser. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, la liste ici, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire la hiérarchie, c'est pas uniquement ceci. Donc, c'est juste les interfaces principales, les classes abstraites principales et les classes concrètes principales. Mais après, si vous voulez une hiérarchie complète, vous devez en fait consulter l'API parce que le nombre de classes, il est beaucoup plus grand que ça. Maintenant, le besoin par rapport aux classes abstraites, selon vous. Pourquoi a-t-on besoin de ces classes abstraites? Pourquoi ne pas passer directement des interfaces aux classes concrètes, hein? Est-ce que vous avez une idée? Bon, je vous laisse réfléchir, mais je vais y revenir. Donc, il se peut qu'au fur et à mesure qu'on essaie d'expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer maintenant par essayer de balayer un peu les principales interfaces, les principales classes. Donc, on ne va pas balayer le tout, mais juste on va en fait considérer les interfaces et les classes les plus importantes qui sont les plus utilisées. Donc, je vais commencer par la première interface qui est liste. Donc, c'est une sous-interface de collection. Elle maintient l'ordre des éléments. Elle autorise les duplications. Elle peut être triée manuellement, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même lancer le tri de cette liste-là. Elle a un index, donc vous allez pouvoir la parcourir en utilisant un index. Et bien sûr, là, il s'agit d'une interface, donc je ne peux pas l'instancier directement. Par contre, les classes concrètes qui l'instancient, ça va être par exemple ArrayList et LinkedList. Ce sont les deux classes les plus importantes qui implémentent cette interface-là. Donc, je vous présente ici un exemple de création de ce genre de liste. Donc, notez bien, lorsque j'ai essayé d'ajouter des éléments à ma liste, eh ben, j'ai utilisé le point set, donc le set. Donc, la méthode d'insertion d'éléments au niveau de la liste, ça va être le set. Et je lui ai passé également un index, puisque j'ai dit que la liste, elle contient un index pour préciser où est-ce que je veux en fait mettre ces éléments au niveau de ma liste. Et éventuellement, si j'aimerais bien supprimer, je vais utiliser également l'index. Donc, je vais faire list.remove, donc la méthode remove pour effectuer une suppression. Et je lui passe l'index de l'élément que j'aimerais bien supprimer afin que ça soit éliminé. Vous voyez bien que la taille de cette liste, elle va varier. Donc, elle était peut-être, je ne sais pas, d'une taille 1, 2, 3, 4. Après la suppression, elle va contenir uniquement 3. C'est totalement autorisé. Donc, ArrayList, donc c'est la classe concrète en fait qui implémente cette interface-là. Donc, elle peut être, disons, instanciée. Donc, c'est un array dont la taille est dynamiquement variable selon le besoin. Donc, finalement, ArrayList, ça vient remédier au problème de cette taille statique de mon array. Donc, nous avons ArrayList qui, elle, se différencie par rapport aux arrays classiques par le fait que la taille de ce tableau devient dynamique. Par contre, tout ce qui est utilisation, tout ce qui est instantiation, c'est pratiquement aussi intuitif que les arrays. Donc, je vais utiliser le point add pour ajouter et éventuellement, si je veux supprimer, eh ben, il va falloir éventuellement essayer de voir l'API pour voir ce que nous propose la classe ArrayList en termes de méthode. Bon, l'API, ça va être, disons, la liste exhaustive. Là, je vais vous présenter, disons, quelques généralités, les méthodes les plus utilisées.
Donc, juste, j'effectue une petite correction. Je reprends le partage là. Vous me suivez, hein? C'est bon? Oui, madame. Oui. Donc, pour suivre l'évolution de la taille de cet array list, je peux utiliser la méthode size. Donc, au fur et à mesure que la taille change, size, elle va me retourner une valeur différente. Pour ajouter, je peux utiliser le add. Pour supprimer, je peux utiliser le remove. Il y a également la méthode contains à laquelle je passe un élément bien déterminé. Ça va me tester si cet élément existe dans ma collection ou bien non. Ça va me retourner un true ou bien un false. Et j'ai clear qui va supprimer tous les éléments. Is empty, elle va me retourner si oui, la collection est vide ou non. Nous avons également toArray. C'est une méthode pan entre les arrays et les collections. Donc, le toArray va me permettre de passer d'un array list vers un array, en fait. Donc, la nature de la référence vers mon objet, elle va être modifiée. Parce que la référence à array list, elle est de nature collection, puisque array list, c'est un enfant de l'interface mère collection. Si je veux aller à une référence de type array, je peux en fait invoquer la méthode toArray pour aller vers une référence à un objet array. Donc, une petite, disons, comparaison entre ArrayList et LinkedList, qui sont toutes les deux des méthodes elles sont toutes les deux des collections. Donc, elles héritent, disons, elles implémentent l'interface collection, plus particulièrement l'interface list, qui elle aussi, elle-même implémente en fait l'interface collection, comme on a vu dans la hiérarchie tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc, toutes les dons, ce sont des listes. Je vais stocker un ensemble d'éléments. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ArrayList et LinkedList? Tout simplement, ArrayList, elle est rapide dans un accès aléatoire parce que je dispose d'un index. Donc, je vais directement aller voir l'index que j'aimerais bien consulter. Par contre, si je veux effectuer un ajout ou bien suppression, elle est un peu lente parce que je suis obligée en fait de, disons, reculer tous les autres cases pour intercaler mon nouvel élément. Si bien sûr je veux insérer un élément au niveau, donc au milieu de mon array list, je suis obligée de décaler toutes les autres cases pour pouvoir intercaler mon nouvel élément. Et éventuellement, si je vais supprimer au milieu, je vais être obligée d'effectuer une translation dans le sens inverse de tous les éléments de mon array pour pouvoir, donc pour avoir un array list, mon résultat final. Par contre, avec linked list, comme son nom l'indique, c'est, disons, comme une liste chaînée. Donc, les éléments, je ne dispose pas d'un index, mais je vais éventuellement disposer de liens entre les différents index. Donc, l'accès aléatoire, ça va être dans le sens inverse. Donc, je suis obligée de parcourir tous les pointeurs pour pouvoir accéder à un élément bien déterminé. Par contre, l'ajout et la suppression, c'est très, très rapide. Donc, il suffit de changer la référence. Donc, je référençais un objet, je vais référencer un autre. Et c'est fait. Donc, il est inclus au sein de ma liste. Donc, finalement, quand je vais programmer, je choisis ArrayList ou bien LinkedList. Ça dépend de ce que je vais faire avec. Si ça va être plutôt des accès aléatoires, je vais opter plutôt pour ArrayList. Si c'est plutôt des modifications, des insertions, des suppressions, je dois plutôt opter pour le linked list. Ça va? C'est bon tout le monde? Oui. Okay. Je veux vous parler maintenant d'un autre élément qui est le iterator. Donc, quand on dit collection ou bien array, généralement, je vais avoir des boucles pour effectuer un traitement bien déterminé sur tout le contenu de cette collection ou bien cet array-là. D'accord? Donc, avec les collections, nous disposons en fait d'un objet qui est l'objet iterator. Ça permet en fait de, disons, d'itérer ou bien de parcourir d'une manière très très ergonomique, très très facile, la totalité du contenu de ma collection. Donc, nous disposons en fait d'une interface qui est iterator,
Elle nous permet d'obtenir un objet qui nous permet de parcourir le contenu d'une collection bien déterminée. Ça revient en fait à essayer d'être le plus fidèle que possible au principe de la programmation orientée objet. En d'autres termes, avec la programmation orientée objet, à chaque fois que j'ai un traitement bien déterminé, j'aimerais bien pouvoir toujours l'encapsuler au sein d'une classe que je vais instancier pour l'utiliser sous la forme d'objet. Donc même ici, la logique d'itération, on a remarqué que l'itération, elle ne suffit pas en fait de passer d'un élément à un autre, mais je veux éventuellement des fois tester, est-ce que j'ai d'autres éléments, revenir en arrière, etc. etc. Donc, au lieu de se contenter avec la manière classique du parcours d'une collection en utilisant disons, un compteur qui, lui, va tester si j'ai arrivé à la taille finale de ma collection, je suis arrivé, pardon, à la taille finale de ma collection ou bien non, et une boucle qui va itérer sur tout ceci, on a voulu en fait encapsuler cette logique d'itération avec la possibilité d'avancer, de reculer, de tester si j'ai un next ou bien non, dans une classe, dans une interface, pour pouvoir obtenir, instancier cette interface-là ou bien cette classe-là, obtenir un objet qui, lui, va, disons, encapsuler toute la logique de l'itération. C'est le rôle, en fait, de l'interface iterator. Donc, si je dispose, imaginez que j'ai déjà instancié une liste, donc je dispose d'un objet liste. Pour pouvoir obtenir un iterator au-dessus de cette liste, eh bien, je vais en fait invoquer la classe, disons la méthode iterator. Elle va me permettre en fait d'avoir un objet itérateur qui, lui, va disposer de toutes les classes qui sont éventuellement implémentées au niveau de l'interface pour pouvoir balayer cette, disons, cette collection-là. Donc, ça me permet d'avancer, de reculer, de tester si j'ai un next, d'invoquer la méthode next pour réellement, en fait, prendre l'élément prochain, etc., etc. D'accord? يا اخي ما دام ترمز نيكست بالله مم. يا اخي يمشي مقدم كي نعملوها ولا شنو؟ ايه معناتها نجم نعمل بوان نيكست باش نقدم وما نعرفش الميثود الاخرى شو اسمها، نجم نوخر ناخذ اللي قبله. داكوغ معناتها ايتيراتور نقدم بيه ونوخر بيه كيما نحب. معناتها بوان نيكست هذيك يقدم بها ويا فيشي زاد ترجع معناتها لا بوان نيكست جوست ترجع له ريفيرونس على لوبجي نيكست، اما انت باش تفيشي تعمل سيستم بوان بريدلين كيما هو. يعني بوان نيكست تقرا لك لوبجي اللي بعد اللي انت في ليتيراسيون معينه، بوان نيكست تقرا لك اللي بعده وترجعه لك، ترجع لك ريفيرونس على لوبجي وانت تعمل بيش تحب تفيشي. ما كيفاش يقدم مادام معناتها وين الانكريمونطاسيون تصير باش يقدم؟ فوالا الكل انكابسولي في ايتريتور، لا بي ديجا امبليمونتيتها عليك. فهمتك. معناتها هو سي سا لو برانسيب، سي كو سا فاسيليت لا تاش ديتيراسيون من غير ما تخلي البروغرامور هو اللي يقدم وينكريمونتي ويديكريمونتي وكل شيء. تولي اون لوجيك ديغيغ، تعمل بوان نيكست يعطيك اللي بعده، تعمل نعرفش اسمها الميثود الاخرى اللي بور ريكولي تعطيك اللي قبله، اتسيتيرا اتسيتيرا. اوكي، من غير ما انت لا تقدم كونتور ولا توخر، هو وحده لا بي ديجا il a implémenté ceci. مدام نجموش نعمل خفار حاجة دو بوان ليست نعملو كيما عملناها هوني، وين انا شفتها كيلكو بار هوني، عملناها في اكزامبل من الاكزامبلوات ديريكتومون يفهمها وحده. كيما هذه مثلا، لا هذه نتاع فارغ اي هيك فور انت اي اي هيك فور انت اي دو بوان ميني انت. اما لازم تكون حاجة تيب اتريتور ولا لازم حاجة تيب جو سي با والله لازمني نشوف، جو سي با علاش لي، جو بونس كو وي. معناتها الاي نسال اللي معناتها ديكلاراها لوبجي اللي مكون من ليست ولا اتريتور؟ خاطر هو الاي هنا il va jouer le rôle de quoi exactement؟ اتريتور مش iterator، هو il va jouer le rôle d'un index، خاطر l'iterator راه c'est un objet. ايه مدام خمينة انت باش تعمل فور انت اي ماني انتس اي باش تاخذ كل مرة فالور، مش تاخذ الكونتور كل مرة تاخذ فالور من
من فهمتك. هي معناتها تولي فور استني اذا كان نرجع للاكزامبل اللي عندنا هوني باش تولي لي فور بون ما نعرفش انا الليست شنو هي. جو سوبوز الليست في وسط اوبجي فواتور اون فواتور مثلا. دونك باش نعمل فور فواتور اي دو بوين ليست هكا. تولي لي زاليمون كل مرة تحطوا في الاي نورمالمون. ما نعرفش جو سي با فرانشمون. كيما بون هوني عملناها في الكادر نتاع شنو هذه وقت احنا مازلنا في الاريز. دونك هي لا ديفيرونس انتر لي اريز والكوليكشنز حكايه الاندكس. دونك في الاريز عندي الاندكس، في الكوليكشنز مش في الكل. بوتيتر كو هذه لازمها اندكس باش تقدم puisque في الكوليكشنز ما عنديش اندكس ما نجمش. جو سي با اون دوا فوار سا. اوكي donc هذا iterator c'est pas une liste en elle-même hein. Donc c'est juste une classe حبيت نوريه لكم خاطر elle est très très utile dans le cadre des collections pour effectuer des parcours. D'accord. Donc توا نرجع للset. Set اللي هو un autre type de collection. Donc c'est la seconde sous-interface de l'interface collection. La différence entre set ou liste, c'est que avec le set je n'ai pas d'ordre. On ne permet pas d'avoir une duplication. اللي هو le sens d'un ensemble mathématique. Parce que تفكروا l'ensemble par défaut ما نجمش نلقى فيه deux éléments نفس الفالeur. أي ولا مثلا في تابلو نجم نحطهم كلهم voiture 1 voiture 1 voiture 1 voiture 1 في تابلو. mais في un ensemble ما نجمش نلقى voiture 1 voiture 1 voiture 1. من كل instance نلقى une seule كيفاش نقولوا لها احنا une seule occurrence. Donc de chaque valeur je ne trouve qu'une et une seule occurrence. Je peux pas autoriser les duplications. اللي هو هذاك c'est l'implémentation d'un ensemble mathématique classique معناتها. D'accord. J'ai pas d'index au sein des sets. Donc nous n'avons pas un index, donc je peux pas accéder d'une manière aléatoire. Les classes réelles, les classes concrètes qui implémentent l'interface set, اللي هما H7 ou TreeSet. Donc ce sont donc généralement quand vous allez utiliser les ensembles, vous n'allez pas instancier le set, اللي هو juste interface. À l'implémentation concrète, les classes concrètes, هما H7 ou TreeSet. D'accord. Donc شوفوا هنايا voilà TreeSet عنده une structure particulière في الميموار. احنا ما نستنفعوا بها بحال شيء. juste هو في الميموار comment il les stocke, c'est sous la forme d'une forme arborescente quoi. D'accord. مثلا هنايا sales region c'est un H7, donc c'est une collection de type H7. J'ai pu ajouter différents types de régions avec la méthode add. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? On peut également tester par contains, par exemple. Contains تمشي زادة. Donc dans les H7, si je veux tester l'existence d'un élément bien déterminé au niveau de mon ensemble. Le TreeSet, on a dit le set généralement d'une manière classique, il n'a pas un ordre particulier. Par contre, le TreeSet, il adopte un certain ordre entre les éléments. Arbre binaire de recherche. Arbre binaire de recherche ولا arbre les arbres classiques هو ما نعرفش كيفاش يردونيهم. دونك حتى وقت اللي تدخل في الديفينيسيون معناتها يقول لك la structure arborescente elle n'influence pas la manière avec laquelle le programmeur va utiliser cet objet là. C'est juste la manière avec laquelle disons la JVM elle va stocker ces éléments là au niveau de sa mémoire. OK. Et elle conserve un certain ordre. إذا كان عندي أنا un tree, donc j'ai instancié un tree set, نزيدهم في n'importe quel ordre, mais هو quand il va les stocker, il va les ordonner.
Si je ne définis pas un ordre particulier, l'ordre classique des types primitifs, il va être utilisé. مثلا إذا كانوا هما des entiers باش يعمل بالordre entier. إذا كانوا هما des chaînes de caractères, il va effectuer un certain ordre يبدأ les entiers معناتها بالbyte code. Les entiers ومن بعد l'uppercase ومن بعد lowercase, je pense. معناتها فما un ordre par défaut qui est adopté. Dans le cas où je veux, disons, modifier cet ordre qui va être utilisé pour stocker les éléments au sein de ma collection, les ennemis, je crée ce qu'on appelle un comparateur, dont je fous tout à l'heure. Donc, c'est un comparateur, c'est un objet qui inclut et qui décrit la logique de comparaison. C'est un objet qui va lui définir, pour la JVM, comment je décide, est-ce que cet objet, il est supérieur à l'autre objet ou non. Et c'est très, très utile, surtout pour les types complexes. Là, par exemple, dans les types primitifs, on peut adopter l'ordre, disons, par défaut, voilà, l'ordre naturel. D'accord? Mais qui est un type complexe, par exemple, une voiture avec ses caractéristiques. Comment la JVM, ta femme a une logique, une projection à la vie réelle. Donc, comment la JVM va comparer, en fait? Donc là, je suis obligée de décrire la manière de comparaison, ce qu'on appelle un comparateur, dont je fous tout à l'heure. D'accord? Est-ce que vous avez saisi cette nuance? فهمتوني ولا إيه؟ واضحة؟ D'accord. Ben, je vais donc terminer avec les queues. Donc, on a la troisième interface mère très très importante au niveau des collections, c'est l'interface que, ou bien queue, pour être plus fidèle à l'API. Donc, avec la queue, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une structure qui a une tête et une queue. D'accord? Donc, j'ai deux positions qui ont une certaine logique. J'ai la possibilité, en fait, d'ajouter, comme toute autre collection, d'ajouter un élément, disons, prendre à partir de cette queue-là, retrieve an element, ou bien juste examiner, donc voir éventuellement le contenu d'une position bien déterminée par rapport à cette queue. OK. Bien sûr, l'interface queue en elle-même, je ne pourrais pas l'utiliser directement, donc on va être obligé d'utiliser les implémentations concrètes de cette interface-là. Par exemple, ici, comme Array Blocking Queue, c'est une queue et la logique derrière l'ajout et la suppression adopte la logique FIFO. Ah, c'est Mhouni. C'est bon maintenant, ça a repris? Oui. OK. Donc, avec la queue, j'ai la possibilité d'ajouter, de supprimer ou bien d'examiner les éléments à partir d'une queue bien déterminée. Nous avons en fait deux versions de chaque méthode. Par exemple, le add, c'est une méthode qui peut éventuellement lancer une exception bien déterminée. Par contre, offer, disons, elle ne déclenche pas une exception particulière s'il y a un traitement erroné. Elle veut tout juste retourner un false. Fama remove également, donc c'est la version qui va m'aider à supprimer et qui va déclencher une exception lorsque le traitement n'est pas normal. J'ai demandé la suppression d'un élément bien déterminé que j'ai passé en paramètre. Lui n'existe pas, par exemple. Voilà, bon, n'importe quelle exception possible, n'importe quel traitement ou bien événement anormal. Le remove, il va lancer une exception et je suis obligée, donc, si j'utilise le add ou le remove ou element, disons, d'ajouter cet appel-là dans un bloc try-catch. On va voir les exceptions dans le chapitre, pas le suivant, celui d'après, je pense.
Par contre, offer, pool et pick, ce sont trois méthodes qui implémentent la même logique. Il y a le fait de mettre ajouter un élément dans la queue ou bien supprimer un élément à partir de la queue ou bien juste examiner. Mais ça ne lance pas une exception. Ça va me permettre éventuellement de les utiliser sans un bloc try-catch. Par contre, je ne peux pas garantir en fait le résultat après. Donc la compilation, elle va passer, mais بعد fait l'exécution, qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée. Ou alors éventuellement, si je veux être assez attentif, les نعمل des tests à le retour. Si ça retourne un false, ou un traitement, sinon je passe, etc. etc. D'accord? Je parlais d'une implémentation réelle, concrète de cette interface, les Array Blocking Queue. Donc, c'est une queue particulière. C'est quoi sa particularité? Premièrement, sa taille, elle est fixe. Deuxièmement, elle adopte la logique FIFO lorsqu'elle va lire ou bien supprimer à partir de cette queue. Donc, il y a le first, je pense, donc first in, first out. Si je vais ajouter elle va ajouter au niveau de la queue, je t'appelle le premier. Donc voilà, on a une logique derrière. Et éventuellement, si vous désirez une autre logique, vous pouvez implémenter votre propre queue avec une autre logique de offer et de pull. Et il y a également d'autres queues avec d'autres logiques de traitement des éléments à l'intérieur de cette queue-là. D'accord? On a par exemple priority queue, donc elle n'est pas comme le FIFO, first in, first out, mais elle va en fait se baser sur les priorités des éléments. Donc déjà, quel élément il a un autre attribut, la priorité. Quand tu vas insérer un élément bien déterminé, s'il est de plus grande priorité, il va être inséré au niveau de la tête, en quelque sorte. D'accord? Et la particularité de Priority Queue également, c'est que ça n'a pas une taille fixe, donc la taille, elle est unbounded. C'est bon? Bien sûr, là, dans le cours, je ne vous donne pas toutes les informations concernant les classes. Un petit comme des aperçus, disons quelques exemples, les méthodes les plus importantes. Après, il fait la programmation, l'API à la jnab mahloula, et on essaie de voir. D'accord? Une troisième queue, comme DQ, elle est double-ended queue. Donc là, j'ai la possibilité d'effectuer, c'est comme si les rôles de la tête et de la queue, ils ont été mélangés. Là, je peux faire une insertion, une suppression des deux côtés. C'est à moi de lui dire insère au niveau de la tête, ou elle la insère au niveau de la queue, ou fait lecture également, je lui dis supprime au niveau de la tête, ou elle la supprime au niveau de la queue. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui pour le cours. Je vais m'arrêter à ce niveau le temps que vous assimilez tout ceci. Enfin, une deuxième partie, toute cette partie des collections, on va la terminer la semaine prochaine. Donc, théoriquement, comme le lab, je l'ai déjà soumis tout à l'heure, le 11 ou 12. C'est bon, hein? اي وصلوا. D'accord, donc vous allez pouvoir commencer votre lab. Et moi, je suis ici à votre écoute. Hein. Pour le cours, je vais l'envoyer la semaine prochaine quand je le termine, d'accord? De toutes les manières, vous n'en aurez pas encore besoin puisque les labs, pour le moment, Tawalla, par les interfaces ou Lambda Expression, déjà, tout le cours avec. Hein. C'est bon? Vous êtes d'accord? Ok. Avec. Donc, commencez votre lab et je suis ici.
لا كلاس جود بعتلكم أنا ولا لا؟ عندكم منها؟ Non, انتم vous allez la créer de toutes les manières. Hein. ما عندنا قديمة ما دام خدمنا بيها الجود. أي جست هي بيدا باش تبدلوها. دونك تhéoriquement أنا لي فيشي متاعي كاملين ما تستحقوا حتى فيشي آخر من عندي. مدام سامحني، عندي قضية تو ما يسالش نخرج، وكان حرت في حاجة نسألك من بعد. اوكي. عايشك مدام. Ne prenez pas ça comme habitude. Hein. فما شكون سألني تو ولا أنا غلطة؟ لا ما تكلم حد.
يا اخي فاش قاعدين نعملوا؟ نخدموا في اللاب زاد عليه. نخدموا في اللاب زيادة لي. لا بستاذ. نديك يخدموا في اللاب زيادة لي. دام عادي غلطت بديت باللابدوز. وصلت للابدوز دلي. بديت بيه غلطت. هو في الاصل لابدوز معناتها يسيبوز لي لاب 11 ديجا فيرا. دونك مشكلة هذه. عارف مادام خدم لي من غير ما نخدم اللاب 11 دونك معناها ماش يستعمل في حاجة من اللاب 11. ممكن وي.
مدام يا اخي اللي يكمل ايش يعمل؟ Fama, je compte c'est bon, comme les deux labs. اي مدام. Ah oui, on a terminé alors. معناتها نجم جوكيت مدام. Oui. داكور ميرسي. Pas de questions pour les autres? مازلنا نخدموا مدام. Ben, ok. Vous m'excusez 2 minutes, s'il vous plaît. Hein.
Ça va tout le monde? Pas de questions? Bon, donc je vous laisse le soin de terminer le lab et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? باهي مدام داكورد يعيشك. Ok. ومدام كان ثم حكايه نجم نبعث لك في البريفي مع الوحده. Bien sûr, oui. باهي اوكي يعيشك. Ok. سلام. Au revoir.